Il aura fallu plus de 10 ans d'invention et d'expérience, principalement aux États-Unis mais aussi en Europe, pour permettre au téléphone de commencer à prendre son essor en ce début du XXe siècle. Les technologies de la communication naissent véritablement à ce moment-là. Le téléphone va se banaliser et va accompagner tout le développement économique du siècle. Le téléphone arrive en France grâce à Antoine Breguet, qui dès 1877 présente l'invention de Bell à l'Académie des sciences. 3 sociétés commercialisent les brevets américains dès 1879. La Société Générale des Téléphones est créée en 1880. Elle construit les premiers réseaux en France, puis l'État prend les commandes en plaçant le téléphone sous monopole en 1889. Au début du XXe siècle, le téléphone est encore peu diffusé en France. Il y a 70 000 postes, soit un téléphone pour 1000 habitants en moyenne. À la même époque, en Norvège, en Suisse, en Suède, on compte 15 postes pour 1000 habitants. Bonjour Daniel. Peux-tu nous dire quels sont les freins au développement en France ? Au début du XXe siècle, le téléphone est encore un marqueur de réussite sociale dont le caractère égalitaire est mal perçu par les premiers abonnés. Mais encore. Il est considéré comme l'outil masculin pour la conduite des affaires et comme un outil féminin pour le bavardage. À la veille de la gare 14, il est surtout utilisé par un petit nombre de notables et par les amoureux. Peux-tu me dire quelle est la situation des postes téléphoniques à la belle époque ? À cette époque, les abonnés protestent contre le trop grand nombre de postes différents et contre la trop mauvaise qualité du service. Pourtant, des normes avaient été établies dès 1892. Oui, mais elles ont été peu ou pas du tout appliquées. Ce colimaçon illustre bien la diversité des postes. Voici 3 modèles de postes en service à cette époque. Tout d'abord, un poste français, Berton-Adair, poste comportant pour la première fois un combiné intégrant le microphone et le récepteur. Voici un poste suédois, inventé par Lars Magnus Ericsson. Son esthétique est particulièrement soignée. Et voilà le fameux poste Marty 1910, qui restera en service dans certains réseaux jusque dans les années 1960. À la belle époque, le téléphone est manuel. Toutes les communications sont établies par des opératrices. J'écoute. Bonjour. Je voudrais le 53 à Rennes, s'il vous plaît. Allô ? Bonjour. Bonjour. Le 17 à Rennes veut vous parler. Je vous mets en relation. Bonjour Daniel. Alors, ce week-end à Saint-Malo, ça s'est bien passé ? Ah, c'était parfait. On avait le temps et la marée au rendez-vous, ce qui fait qu'après un repas de crêpes, nous avons pu pêcher des coquillages. Plus le nombre d'abonnés augmente, plus le nombre de meubles téléphoniques par bureau augmente, et plus il faut d'opératrices dont le travail se complique pour relier physiquement les abonnés entre eux. La surcharge des centraux incite à rechercher des solutions pour accélérer certaines opérations. Les premières recherches sur l'automatisation ont été lancées à la fin du XIXe siècle. En effet, de nombreux chercheurs ont travaillé sur ce sujet. Celui qui voit son invention couronnée de succès et de notoriété est un Américain, Almond Roger, en 1891. Oui, mais on dit qu'il était étranger au monde du téléphone. Effectivement, il était entrepreneur de pompes funèbres. L'épouse de son concurrent était employée aux centrales téléphoniques manuelles de la ville, ce qui lui permettait d'être informé en premier des décès, et Roger la soupçonnait de donner l'information à son mari. C'est ce qui l'a poussé à rechercher une solution sans opératrice. Qu'a-t-il inventé ? Un système basé sur un appareil appelé sélecteur, permettant de desservir 100 abonnés. Le fonctionnement est assuré par des relais électromagnétiques, actionnés au rythme de la numérotation composée sur le cadran téléphonique. Le premier central Stroger est mis en service aux États-Unis en 1892. Voici une maquette reconstituée du sélecteur Stroger. Le premier chiffre composé sur le cadran fait monter le chariot du sélecteur. Il avance d'un nombre de pas correspondant au chiffre composé. Le deuxième chiffre provoque la rotation du sélecteur.
Ce système sera-t-il installé en France? Oui, le premier central Strowger sera installé à Nice en 1913. Il dessert alors 240 abonnés. À la Belle Époque, les liaisons entre les abonnés et les centraux étaient établies soit par des fils nus en bronze ou en cuivre dans les réseaux aériens, soit par des câbles avec isolant entre fils dans les réseaux souterrains. Ces réseaux étaient réservés aux zones urbaines. Les liaisons entre les centraux étaient aériennes, les fils étaient tendus entre des poteaux sur lesquels étaient fixées des armatures comportant des isolants en verre sur lesquels reposaient les fils nus. Chaque élément comporte 2 fils et constitue un circuit. Mais cela ne pose-t-il pas des problèmes d'encombrement pour les réseaux importants? Si, et très rapidement on recherche des solutions. Par exemple, en utilisant les circuits fantômes, appelés aussi circuits combinés. Mais il s'agit d'un vrai circuit? Oui, il est construit électriquement à l'aide d'un translateur. Avec 2 circuits réels, il est possible de créer un 3e circuit. Ceci permet d'améliorer la capacité des artères de transmission sans ajouter d'autres lignes. Des problèmes techniques restent à résoudre. J'en citerai 2. Tout d'abord, l'affaiblissement. La constitution physique des supports, fils de cuivre ou de bronze, fait que le signal téléphonique transmis se trouve affaibli au bout d'une certaine distance. Une première solution est trouvée par Michael Pupin qui invente en 1900 une bobine appelée bobine de charge. Placée tous les 1830 mètres, elle permet de réduire l'affaiblissement de la ligne. Cette solution est rapidement adoptée aux États-Unis dès 1910. On parle alors de câbles pupinisés. En France, il faudra attendre un peu. Avant 1914, 2 liaisons expérimentales sont réalisées, Paris-Versailles et Paris-Juvisy. Pour mémoire, citons l'existence de relais mécaniques permettant d'amplifier le signal. Daniel, tu nous parlais tout à l'heure de 2 problèmes techniques à résoudre. Quel est le second? Il s'agit de la diaphonie. C'est un à phénomène qui a pour conséquence qu'une conversation établie sur un circuit va être audible sur un autre. Pour y remédier, on procède à la rotation des groupes aériens. Une grande révolution technologique va se passer à la Belle Époque. Peux-tu nous en parler? Il s'agit de l'invention de l'atriode par Lead Forest en 1907. Ce composant va permettre de construire des amplificateurs. Les signaux vont pouvoir être amplifiés, ce qui va constituer un progrès fulgurant pour la transmission. Voit-on des câbles souterrains équipés d'amplificateurs à tubes à la Belle Époque? Non. Il faut encore à l'époque l'objet d'études techniques. À la veille de la guerre, la France compte 200 000 abonnés, soit 3 fois plus qu'en 1900. Ils sont tous reliés à des centraux manuels, sauf quelques-uns comme à Nice, reliés à un central automatique Strowger. Le développement du téléphone, lent à la Belle Époque, sera encore ralenti par l'entrée en guerre en 1914.